Je range mon bureau et c'est une nouvelle vidéo après encore quelques semaines d'interruption. Je vais essayer de parler de certains livres que j'ai lus récemment et d'autres que j'ai lus il y a plus longtemps. Je vais essayer surtout d'aller vite. Le premier livre, lu il n'y a pas très longtemps, c'est Voracisme. Voracisme, c'est aux éditions Nourriture Fût et c'est dans une collection dans laquelle on trouve aussi d'autres livres, d'autres auteurs ou autrices en l'occurrence, notamment Féminisme et Stexisme de Nora Bouazouni que je n'ai pas lu, mais qu'on m'a recommandé. Et donc Voracisme, c'est le troisième livre de Nicolas Kayser-Bril, qui est journaliste et cuisinier, et qui se livre à une sorte d'histoire des discriminations ou de la blanchité par défaut des milieux alimentaires et des milieux de la cuisine, mais aussi de l'histoire en fait des produits alimentaires. Donc c'est très intéressant. C'est un livre d'histoire qui est un petit peu pamphlétaire en quelque sorte, mais c'est très intéressant. Et donc il brosse en quelques chapitres, je ne me souviens plus, il doit y avoir 7 chapitres, voilà, je lis les titres. La blancheur dans l'assiette, ça c'est le point de départ, comment par défaut, en quelque sorte, on se rend compte que la cuisine, notamment en Europe, est blanche par défaut, et que par exemple, il part du fait que l'on trouve souvent des personnes racisées dans le service ou à la plonge, voire évidemment parmi les marmitons, mais que les grands chefs sont rarement des personnes racisées. C'est en train de changer d'ailleurs un petit peu, moi je ne suis pas ça de très près, mais c'est un peu en train de changer. Il continue avec 2 chapitres qui sont plus des chapitres historiques, les origines sucrées de la suprématie blanche. Là-dessus je vous renvoie à un livre dont j'ai déjà parlé il y a un peu moins d'1 an, qui est La Grande Somme sur le sujet, le livre de James Baldwin. Les colonies dévorantes, c'est le 3e chapitre, et donc là en fait il va partir notamment de produits phares, le sucre, le thé, le café, pour montrer en quoi bien sûr la colonisation a des liens très forts avec l'alimentation, avec la nourriture, avec les imaginaires de la nourriture. Chapitre 4, une si bienveillante domination. Chapitre 5, appropriation culinaire. Chapitre 6, le racisme à table. Et le chapitre 7, manger woke, sachant qu'il emploie woke de manière complètement positive et complètement premier degré, alors que très honnêtement maintenant, woke, wokisme, etc., c'est surtout utilisé par les détracteurs en fait d'une pensée progressiste et d'une pensée anti-raciste afin de la dénigrer. Donc je trouve ça un petit peu curieux que dans un livre qui vient juste d'être écrit et de paraître, c'est de 2021, Voracisme, donc avec évidemment sous mot valise sur vorace et sur racisme. C'est un peu curieux qu'il utilise woke comme ça de manière délibérée, on va dire, en s'appropriant le terme. Au départ, c'était ça, notamment chez les Africains américains. Mais très honnêtement, ce terme est en train de totalement se dévaluer. C'est l'inverse de l'impressionnisme, en quelque sorte. L'impressionnisme, au départ, c'est une critique, puis c'est devenu une véritable étiquette esthétique positive. Le woke, c'est en train de faire un peu l'inverse. Bon, c'est un détail, c'est pas très grave. Je vais essayer d'en lire un passage. Il y a quelque chose, j'ai beau ne pas être du tout spécialiste de ces questions, il y a quelques points historiques qui m'ont paru un petit peu douteux en termes de culture culinaire, notamment des choses qui sont dites sur l'impérialisme anglais qui me paraissent pas tout à fait justes, et notamment sur les plats phares qui seraient tous des plats venus des colonies, il affirme à un moment donné, bon, je me suis pas renoté la page, que les plats typiques, traditionnels anglais sont des plats en fait. Alors effectivement, si on va de nos jours en Angleterre, on a vraiment ce sentiment-là que la cuisine traditionnelle anglaise, c'est une cuisine qui est vraiment liée aux différentes influences des différents pays ou cultures du Commonwealth. Mais à l'origine, il y a aussi des plats qui sont des plats vraiment paysans ou des plats populaires, anglais ou britannique, et en Écosse, c'est pour ça que je dis britannique, en Écosse, le nips and tatties, le haggis, etc. En Angleterre, le steak and kidney pie, par exemple. Enfin voilà, c'est pas des plats qui sont des plats coloniaux quand même. Donc bon, ça c'est un point que je me rappelle. Il y a d'autres moments où j'ai un petit peu tiqué sans être vraiment spécialiste de la question. Donc je pense qu'il y a des moments où il va un petit peu vite dans la démonstration quand même. Mais c'est très intéressant. Je prends l'exemple, tiens, ça c'est un exemple assez connu, mais je lis cette page-là sur la monoculture, sur le colonialisme et le lien entre colonialisme et monoculture et l'appauvrissement, y compris d'ailleurs dans le système théoriquement post-colonial, l'appauvrissement des pays anciennement colonisés. Le cas du Sénégal. Dans les colonies, les cultures encouragées pour répondre aux besoins des blancs-blanches des métropoles détruisirent des millions d'hectares. Au Sénégal, la culture de l'arachide nécessitait une irrigation massive, bien supérieure à ce que pouvaient supporter les écosystèmes locaux. Qu'à cela ne tienne, les ingénieurs envoyés de France firent creuser des puits plus profonds et firent terrasser des milliers de kilomètres carrés pour mettre en valeur la colonie. Dès les années 1930, on savait pertinemment que l'arachide ne laissait qu'un désert après elle.
Ça n'empêcha pas les dirigeants de la colonie, puis du Sénégal indépendant, d'augmenter la production jusqu'aux années 80. Lorsque toutes les terres furent épuisées, les Européens et les Européennes passèrent à l'huile de tournesol et les Sénégalais et Sénégalaises à la misère. Il se passa exactement la même chose en Côte d'Ivoire, où les plantations de cacao remplacèrent avec profit la forêt jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de forêt à défricher. Encore aujourd'hui, cette logique continue de remplir les frigos des Européens, des Européennes et des États-Uniens et États-Uniennes, principalement blancs et blanches, et à plonger dans la misère des populations racisées. Le processus est toujours le suivant. Les plus riches des pays riches décident d'une nouvelle mode, des entrepreneurs voient l'opportunité et étendent les surfaces cultivées dans les pays pauvres. Les moins riches des pays riches adoptent la nouvelle mode et les volumes exportés s'envolent. Les perdants sont encore les paysans et paysannes, des pays exportateurs dont la terre ou les nappes phréatiques sont accaparées par ces produits d'exportation quand ils et elles ne sont pas tout simplement mis au travail forcé. Il prend plein d'autres exemples, l'avocat, enfin il y a plein d'exemples évidemment qui ne sont pas uniquement des exemples ouest-africains. Bien, j'ai pas le temps, je ne prends pas le temps de développer plus. Voracisme de Nicolas Kayser-Bril, très intéressante édition Nourriture Fût, et à Tours, on le trouve à la librairie Les Saisons. Acheté tout récemment pour le coup cette édition bilingue des sonnets de Walter Benjamin, et je ne prétends pas être un spécialiste de Walter Benjamin, mais ça m'a quand même intrigué de ne jamais avoir su qu'il avait écrit des sonnets. Donc il y a une introduction qui est intéressante, qui contextualise un peu ces sonnets qui sont des œuvres de jeunesse. Et puis ensuite, voilà, il faut bien sûr, l'introduction est un essai d'Antonia Birnbaum, mais il faut surtout nommer le traducteur, hein, Michel Métayer. Est-ce qu'on le voit là? Oui, on le voit. Et c'est aux éditions Walden N, une maison d'édition que je ne connaissais pas et qui peut-être en fait n'en est qu'à ses débuts, je ne sais pas. C'est 2021. Cet ouvrage est le premier publié par les éditions Walden N à Saint-Victor-sur-Loire. Voilà, on saura tout. Et donc, voilà, moi je lis ça par moment, hein, c'est les sonnets, ça se lit pas 10 par 10, enfin ça peut se lire 10 par 10, comme c'est en allemand que c'est un petit peu plus compliqué pour moi de totalement apprécier. Mais mon allemand, je le pratique régulièrement, mais il est pas, voilà, il est un peu difficultueux par moment. Ça m'accompagne en ce moment, ça fait 15 jours à peu près que j'en lis un par-ci, un par-là. Il y a des choses vraiment très belles. Je regrette de ne pas m'être noté celui que j'avais vraiment adoré. Si, c'est celui-là. Je vais le lire en allemand et en français. Alors, comme les rares fois, j'allais dire comme à chaque fois que, comme les rares fois où je lis en allemand, attention, mon allemand est pourri. Uns wird die Stadt noch einmal eigen sein, denn alles Glück ist wiederkommen und wird wie Echo eines Walds vernommen, denn viele Klüfte ihrer Stimmeleien und dichte Stämme wunzend im Verein. Der klaren Bäche, die den Wipfeln frommen, dort fangen Äste, die wie Kerzen glommen, den äußern Tag unsere Stirnen ein. Und es ermisst, das Auge schafft, dann schafft. Erspäht im Laub das glimmende Gesicht, in bunten Scheiben brach sich solches Licht. Aus Krypten ragte so der Säule Kraft. Dort stand die Sonne im Zenit, so finster, und es ist wieder Mittag in den Münster. La ville encore une fois sera nôtre, car tout bonheur comblé et retour est perçu tel un écho dans la forêt, à qui maintes gorges prêtent leur voix. Et les troncs épais racinés en lien des clairs ruisseaux, serviteurs des houppiers, les branches aux lueurs de bougies, là du dehors drainent le jour vers nos fronts, et l'œil mesure fût à fût, épie dans le feuillage le visage qui lui, en tranches colorées, la lumière se brisait. Des cryptes montait la puissance des colonnes. Là-bas, au zénith, était le soleil si lugubre. Et de nouveau, il est midi en la cathédrale. La traduction est assez belle, moi j'aime beaucoup la traduction de ce poème et ce poème, mais voilà, les sonnets sont tous assez intéressants. Je ne les ai pas en fait tous lus, mais vraiment, c'est une belle œuvre, ces sonnets de Benjamin, c'est une belle découverte, une belle surprise. Là où j'étais un petit peu partagé, c'est dans le fameux essai préface d'Antonia Birnbaum, ce qui est un petit peu curieux. Non, je dis des bêtises parce qu'il y a la préface et il y a l'essai. Oui, pardon. Il y a la préface et il y a l'essai. Et même dans l'essai qui est un petit peu plus long, il n'est jamais question en fait de prosodie et de métrique. Alors le choix du traducteur, c'est de ne pas avoir traduit en rime, mais les vers sont quand même des vers comptés. Il y a vraiment une recherche de rythme et de musicalité. C'est très beau et c'est vraiment près du texte allemand. Donc la traduction me paraît vraiment bonne. Donc moi, j'ai pas du tout de
problème avec le fait de ne pas avoir traduit en rime. En revanche, la question des rimes n'est jamais vraiment abordée ni dans la préface, ni même dans l'essai post-liminaire, post-face, etc. Ce qui est très curieux parce qu'en fait, il y a vraiment un travail aussi sur l'histoire de la forme du sonnet et sur les schémas métriques en fait des sonnets, puisqu'il y a notamment dans les tercets énormément de variations, mais également dans l'utilisation des quatrains. Donc ça veut dire que les modèles italiens, anglais, même français, d'une certaine manière, se rejoignent en fait un petit peu. Et moi, je connais pas assez le sonnet allemand pour savoir aussi dans quelle tradition allemande Benjamin s'inscrivait, mais il y a un vrai jeu avec ça, un vrai jeu aussi d'histoire littéraire, de culture littéraire dans ces sonnets qui datent d'il y a presque 100 ans, des années 1920. Voilà, les sonnets de Walter Benjamin, traduits par Michel Métayer, chez un tout nouvel éditeur, Walden N. Je ne sais pas comment on est censé le dire, Walden, c'est comme le titre de Thoreau. Bien. Un livre en français, un livre en allemand, un livre en anglais que j'ai lu il y a une éternité, non, il y a 3 mois peut-être, mais dont je n'ai toujours pas parlé. C'est le dernier livre de littérature, en quelque sorte, de Ngugi wa Thiong'o, The Perfect Nine. Comme toujours depuis maintenant 30 ans, Ngugi wa Thiong'o écrit d'abord en Gikuyu, dans Decolonizing the Mind, il avait bien expliqué qu'il fallait renoncer à écrire en langues européennes, et il a donc décidé de systématiquement écrire d'abord dans sa langue maternelle et paternelle, le Gikuyu, puis ensuite il lui est arrivé de s'auto-traduire, il s'est généralement auto-traduit. Il me semble qu'il y a une exception, je crois que sa trilogie autobiographique, ses souvenirs là, qui sont très très beaux, qui sont vraiment un très beau livre, Dreams from Birthweaver par exemple, je crois que ça il les a écrits directement en anglais. Je ne voudrais pas m'avancer. Bon, il a peut-être mis un peu d'eau dans son vin ces dernières années. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas mis d'eau dans son vin du point de vue du projet esthétique, parce que The Perfect Nine, c'est un poème épique. C'est un poème en 20... que je dise pas de bêtises, j'essaie de pas dire de bêtises, c'est un poème épique en 24 chants, le 24e étant un épilogue. Ça reprend donc la forme de l'Iliade ou de l'Odyssée, si on s'attache à une tradition, on va dire, occidentale européenne, encore que l'occidentalité de Homère et de la Grèce antique soit quand même très problématique, mais justement, ce sont des concepts qui sont des fictions, donc on est là de toute façon pour travailler avec et pour les déconstruire en permanence. Il travaille avec en fait les mythes fondateurs et la cosmogonie Gikuyu à partir du mythe du couple fondateur qui donc ici a ces 9 filles, ces Perfect Nine qui en fait sont 10, et donc le 9 parfait du titre, ce sont les 10 filles qui attirent à elles des soupirants. Il y en a 99, je crois, qui viennent. J'ai pas relu, j'improvise totalement, j'ai lu ça il y a plus de 3 mois. Il y en a 99 qui viennent, et donc ce groupe va partir en une sorte de pèlerinage, une sorte de voyage initiatique, et va se retrouver face à un très grand nombre de péripéties, un certain nombre évidemment de péripéties surnaturelles, face à des monstres, face à des géants, donc il y a un côté un petit peu, oui, de ce point de vue-là, Odyssée, si on continue à filer un peu l'analogie homérique, mais Ngugi wa Thiong'o est quelqu'un qui a une énorme culture, qui s'est formé enfin, dans les années 60-70. C'est les échos qu'il a pu créer avec la culture judéo-chrétienne et la culture occidentale étaient vraiment massives, ce qui ne l'a pas empêché de se dire qu'il voulait reprendre la perspective d'un autre point de vue. Et donc Decolonizing the Mind, il a été un des premiers à vraiment mettre en avant cette idée de décoloniser, donc de décolonialiser aussi par l'esthétique. Question tellement d'actualité, tellement polémique, tellement peu évidente pour le mainstream aujourd'hui en France. Et donc, on a tout ce côté-là dans The Perfect Nine. Donc, grand poème épique en anglais, donc c'est en vers, et donc histoire initiatique, comme ça, un peu, qui se refonde sur et qui réécrit la cosmogonie Gikuyu. Et c'est vraiment très très chouette, et je suppose qu'une fois de plus, comme la moitié des livres de Ngugi de ces 30 dernières années, ça ne sera jamais traduit en français, ou alors escalant de grec. Je vais essayer, au lieu de râler, de vous lire, peut-être pas un chant en entier, encore que quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Je crois que... Où est-ce qu'il est? Il y a le truc... Endless Darkness. Le chant 11 s'appelle The Ogre of Endless Darkness, l'ogre de l'obscurité infinie, de la pénombre infinie, de l'ombre infinie. We resumed our journey and for a time did not encounter any surprises. But we remained alert, so as not to be trapped by Mwengeka. For although we'd pierced his eye and plucked out the magical hair, we had not hurt his body because we couldn't see it. His body might have been healed and his sight restored. At night we took turns to sleep and guard.
The watch people formed a circle around the sleeping ones. We would then change places, those formerly asleep now forming the circle, but even so it was difficult to find sound sleep. Another night, soon after organizing ourselves to sleep, we heard some steps heading our way. We looked about us, but what we saw was a darkness so deep it made the rest of darkness by contrast appear as daylight. Darkness darker than darkness. What was this? On further scrutiny, we saw the darkness take a human shape, but we could not make out its actual height and width. Before we could recover from our stupor and figure out what to do, we heard a voice thunder out across the land. I am the darkness darker than darkness. I make clean hearts darker than darkness by, leading them into paths of darkness and leaving them there. My darkness can never be undarkened. My darkness is in the eternal service to the King of Ogres. From what I grab for him, I make sure to take my share first. My motto, grab for self before grabbing for another self. What's lodged in one's tummy is invisible to others. Ça continue, je ne vais pas lire en entier, mais voilà, c'est l'incantation. Ensuite suit toute l'incantation de cet ogre maléfique et terrible, hein, de la plus sombre que l'obscurité, plus obscure que l'obscurité. Donc il y a voilà, toute cette poésie épique, bon, un peu dantesque aussi. Hein, bon, il ne faut pas faire ça normalement, mais évidemment, on ne peut pas s'empêcher, quand on est un lecteur plutôt européen, voilà, je le dis, on ne peut pas s'empêcher voilà, de dresser ses ponts. Et Ngugi n'a aucun problème avec le fait qu'on dresse ses ponts, qu'on soit dans cette interculturalité, du moment qu'on se rappelle toujours, bah, voilà, ça part quand même de cette cosmogonie Gikuyu, qui est une cosmogonie exceptionnelle, et le livre est un très beau livre. Tiens, je vais dire un mot vite fait pour essayer de caser un petit peu plus de livres dans ces 28 minutes. Maryse Condé, Mes émerveilles. J'ai fait, je crois, un fil Twitter à un moment donné sur ce livre. C'est une sorte d'autobiographie par la nourriture, par la cuisine. Maryse Condé ayant comme argument principal qu'elle s'est rendue compte très tôt qu'elle avait un don pour la cuisine. Et donc pour elle, évidemment, la rencontre avec l'altérité, la rencontre avec d'autres civilisations, ça se fait avant tout par la cuisine, ou en tout cas autant que par la littérature ou par d'autres formes culturelles, mais à coup sûr par la cuisine. Et donc, il y a un certain nombre comme ça de passages dans lesquels elle raconte à la fois sa vie d'écrivaine et le rapport à la nourriture, comme quand elle revient d'Israël, hein, après un voyage assez compliqué d'une semaine en Israël, et elle revient à New York. Ma vie redevint telle qu'elle était auparavant, calme, intellectuelle. Dans mon séminaire, mes étudiants discutaient studieusement de l'éloge de la créolité. Ils m'assiégeaient de questions. Pourquoi n'avez-vous jamais écrit en créole? Avez-vous jamais été tenté de le faire? Pensez-vous qu'un jour vous écrirez en créole? C'est pour répondre à leurs interrogations que je commençais à réfléchir à mes rapports avec les deux langues. Je finis par concevoir la phrase que j'ai si souvent répétée. Je n'écris pas en français. Je n'écris pas en créole. J'écris en Maryse Condé. Cependant, subtilement, j'infléchis mes cours. J'avais compris que la littérature ne se dissocie pas entièrement de la politique. Qu'elle le veuille ou non, en dépit de ses silences, toute œuvre est engagée. C'est Angela Davis qui avait raison. Tituba n'était pas seulement ma création, un véhicule d'anachronisme, un prétexte à dérision, c'était aussi un témoignage sur la condition de la femme noire en Amérique au XVIIe siècle. Au retour de mes séjours à l'étranger, j'avais coutume d'inviter nos amis et de leur faire goûter un plat dont je venais d'avoir la recette. En revenant d'Israël, je préparais des plats d'origine diverses ainsi que j'avais vu faire. Le clou de ce repas fut le mouton au citron et à l'ail, plat séfarade que j'avais goûté chez Vincente. C'était chez Lattès en, je sais plus quand, 2015, ou peut-être plus, je sais pas, 2015, Mes émerveilles de Maryse Condé. On peut faire un petit lien avec Voracisme aussi. Un des tout derniers livres que j'ai lu, Eremia de Zinaïda Polimenova, avec des encres de Yann Bagot aux éditions du Chemin de Fer. Les éditions du Chemin de Fer, je les vois en librairie depuis quelques temps, puis j'étais pas trop allé vers ces éditions-là, puis en fait, je commence à m'en approcher un peu plus. Ce sont de très beaux livres, hein. Si vous feuilletez, alors là évidemment on va pas les voir, voilà, les fameuses encres qui vraiment accompagnent le texte. Alors ça sort peut-être pas très bien, je suis même sûr que ça sort pas bien du tout à la vidéo, mais voilà. Alors
Érémia, c'est un texte très intéressant. Je pense que le mieux, le plus simple, c'est que je vous lise le rabat. Ça m'évitera de trop bafouiller et de dire des bêtises. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, Zinaïda Polimenova, qui est une écrivaine bulgare, installée en France depuis assez longtemps, elle a écrit là son premier livre directement en français. Donc ça s'inscrit dans ces très nombreux textes, qui sont des textes écrits par des personnes dont le français n'est pas la langue maternelle, mais qui finissent par écrire en français. On a des textes magnifiques de Vassilis Alexakis sur cette question-là, mais voilà, ils sont très nombreux. Il y a par exemple des dizaines d'écrivains roumains qui ont écrit en français et qui constituent vraiment un sous-genre, une sous-appartenance, une sous-catégorie de la littérature française, de langue française. On peut penser, je parle même pas, vous voyez, j'évite de parler, non, trop tard, je l'ai fait, de l'ère coloniale, de tout ce qu'on appelle les littératures francophones, mais on peut penser aussi à un très beau livre qui, je crois, a été puisé chez POL de Cataline Molnar, Quant-à-jeu, qui est un livre exceptionnel sur l'expérience de l'écriture bilingue, du bilinguisme. Très chouette. Donc ça, c'est déjà, bon, voilà, dans quel contexte s'inscrit ce texte de Zinaïda Polimenova. L'histoire, c'est une histoire que moi je ne connais pas, qui est l'histoire aussi, une de ces nombreuses histoires nationales et des soulèvements révolutionnaires nationaux en Europe de l'Est à la fin du 19e siècle. Je lis rapidement la troisième de couverture. 1861, les premiers mouvements nationalistes contre la domination ottomane ébranlent les Balkans. Stoyan, 25 ans, se jette avec la fougue de la jeunesse dans la lutte révolutionnaire. Arrêté, il est condamné et déporté dans la prison la plus terrible de l'Empire, Diyarbakir. Il parvient pourtant à s'en échapper. Ça, c'est le début, c'est la première partie. Ensuite, il s'échappe, il a un nom d'emprunt, il se réinstalle chez lui, il rebouge, il va en Roumanie. Toute la dernière partie du livre se passe en Roumanie. Il participe là encore à des soulèvements révolutionnaires. Et surtout, c'est écrit dans une langue qui est vraiment très belle, avec des renvois à la ligne. Parfois, il y a des mots qui sont isolés au milieu d'une phrase, juste par un saut à la ligne. Et au début, ça m'avait paru être un petit peu une sorte de gimmick ou de petit tic comme ça d'écriture ou de typographie. Et en fait, pas du tout, parce que ça permet de repenser totalement la syntaxe des phrases qui sont ainsi coupées. Donc, pour ça aussi, c'est un texte que je recommande, vraiment, en termes de prose poétique. Tiens, justement, me tombe sous les yeux le début de la deuxième partie, page donc 67, et donc je rappelle, c'est Zinaïda Polimenova, Érémia, édition du chemin de fer 2017, je lis. De retour les jours raccourcissent les phrases posées sur les images. Du bref, du long voyage, Stoyan souvent se tait. Tourne l'automne, les matins sont frais, les midis flambent de feuilles grillées. Les herbes sèches remplacent les blés couchés au fond des champs, des consciences. Le seigle et le froment sont engrangés. Les graines s'entendent tomber, les nuées d'orge de poussière se lèvent et puis descendent très lentement. Les particules de mémoire s'envolent et fixent les souvenirs de Stoyan. Un tissage mixte du vif et de l'oubli, un monument en cendres à Érémia, c'est là qu'il s'établit après Diyarbakir. Stoyan revient, il est célébré mais n'est pas attendu. Les rapports familiaux ont été reconfigurés en son absence. Le premier sentiment d'une membrane fine imperméable entre lui et la nouvelle vie, s'installe une espèce de distance. Endolori, voilà comment je me sens, harassé. Seule sa mère comprend. Elle, c'est une mère. Le mettre à l'abri, c'est son unique souci. Irina, ses cheveux relevés, son profil thracien, le nez parfait, les yeux vert sapin, veut pas. La solution se trouve peut-être dans un nouvel éloignement. Reste là-bas. C'est ta maison, Érémia, c'est mon enfance, celle de tes aïeux. Tu sais, tu dois retrouver toutes tes forces, pas d'avenir. Ici, c'est fermé. Kyustendil souffre, a été soufflé. Je coupe la lecture, mais j'ai donné à entendre un peu cette langue qui est vraiment une langue très belle. J'ai bien aimé ce livre, vraiment, Zinaïda Polimenova, Érémia. Tiens, celui-là, il faut que je m'en débarrasse. J'avais dit dans l'avant-dernière vidéo, je crois, la pénultième est morte, ben non, pas tout à fait, mais enfin, que j'avais essayé de lire ce livre, le dernier livre paru de Bruno Latour, et que j'avais à peu près rien compris, donc j'ai même pas essayé de le reprendre. En fait, pour être tout à fait honnête, je me suis même arrêté avant le chapitre 12, donc j'en ai lu à peu près les 4/5e, et puis ça m'a vraiment fatigué, hein, parce que je comprends les arguments mis les uns à côté des autres, mais je ne vois pas du tout quel est le sens global de ce que Latour cherche à dire.
Donc voilà, ça m'a un peu fatigué. Qu'est-ce que je peux vous lire? Ben, rien peut-être, voilà. Voilà, c'est un aveu d'échec, hein. C'est pas Bruno Latour, hein, parce qu'en plus j'ai vu des gens très très bien et voilà, qui avaient l'air de vraiment prendre leur pied en lisant ce livre, de dire que ça leur a offert plein de perspectives pour comprendre le monde contemporain. Ben, je ne suis pas sûr de bien comprendre le monde contemporain, mais en tout cas, moi, c'est pas avec ce livre que je l'ai mieux compris. Où suis-je? C'est aux empêcheurs de penser en rond. Donc si vous voulez me traiter d'imbécile dans les commentaires parce que je ne comprends pas Bruno Latour, vous n'avez pas besoin de le faire, je l'ai déjà fait. Ça, c'est très très bien. Allez, j'essaie de prendre quelques minutes. L'Apocolocantose de Sénèque. Alors l'Apocolocantose de Sénèque, c'est un texte dont j'ai traduit des extraits d'ailleurs quand j'étais en Hippocagne. Mon professeur de latin, je vais faire l'ancien combattant, mon professeur de latin, Jean-Marc Verger-Borderolle, qui était quelqu'un de très 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 passionnant, très vivant, ses cours étaient très vivants, nous avait initié à ce texte. C'est un texte très drôle, complètement barré en quelque sorte, dans lequel il imagine que Claude, l'empereur Claude, une fois mort, se transforme en colocynte. Et donc là, les éditions Poncerc, en Bretagne, ont fait paraître ce livre extrêmement curieux, l'Apocolocantose de l'empereur Claude, pamphlet faisant suite à l'élimination physique d'un prince, traduction Jean-Jacques Rousseau, 1758. Alors ça date de 2019 en fait, et je remercie l'éditeur qui me l'a envoyé, en fait, qui m'a sollicité directement, après avoir vu une autre vidéo que j'avais faite d'un livre des éditions Poncerc, un livre de Dominique Mince, et donc il a proposé de m'envoyer ce livre. Moi j'ai aussitôt dit bingo, parce que Sénèque, ça m'a aussitôt intrigué, et puis je ne connaissais pas la traduction de Rousseau, donc il y a le texte de Sénèque, il y a la traduction de Rousseau, et puis il y a de très nombreux, hors texte. Il y a un essai de Léon Herman de 1933 sur Jean-Jacques Rousseau, traducteur de Sénèque. Il y a un très important appareil critique de notes. Vous voyez là, tout ça c'est des pages de notes, et des notes qui sont à la fois érudites, politiques, idéologiques, sémiotiques. Enfin, c'est vraiment tout à fait étonnant. Et en fait, la couverture, vous l'avez peut-être vu. La couverture, mais c'est pas juste des premières, parce qu'on pourrait se dire première de couverture, deuxième de couverture, troisième, quatrième de couverture. Eh bien non, parce que il y a d'autres rabats. Et donc en fait, il y a 8 pages, et 8 pages extrêmement serrées, si vous regardez. Et c'est quoi ça? C'est toutes les citations de textes autres que ceux de Sénèque, et c'est principalement, j'ai déjà oublié, mais il y a du Plutarque, il y a, où est-ce que c'est? C'est ce qu'il appelle la tapisserie, c'est ce que l'éditeur appelle la tapisserie. Voilà, il y a du Suétone, il y a du Tacite, du Dion Cassius et du Sénèque, tiré des consolations politiques. Je ne sais pas pourquoi je vous disais Plutarque, c'est possible que j'ai confondu Plutarque et Dion Cassius. Bon, bref. Je suis pas helléniste et je suis pas latiniste et je suis pas antiquisant, je suis pas lettre classique, il me sera beaucoup pardonné ou pas. Et donc c'est un livre, en fait, il y a déjà le texte de Sénèque, il y a toutes les réflexions sur le texte de Sénèque, il y a la traduction de Rousseau, il y a tout un appareil critique à la fois sur le texte de Sénèque et sur la traduction de Rousseau,